Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Psyché, le podcast 100% suisse dédié à la santé mentale. Dans Psyché, on explore les troubles psychiques à travers des histoires vraies, celles de nos patients, de leurs proches et des professionnels de santé qui les accompagnent au quotidien. Psyché, c'est un podcast qui est né au cœur des cliniques La Métairie et Grand Salève, avec une mission, informer, vulgariser et surtout déstigmatiser. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer et d'autres plateformes d'écoute. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains épisodes et aidez-nous à grandir en partageant les épisodes que vous aimez, en les commentant ou en notant notre podcast. Dans ce 9e épisode de Psyché, on va parler d'un sujet qui touche des millions de personnes, souvent en silence, l'addiction aux jeux d'argent. Et alors que la Coupe du Monde 2026 de foot approche, et avec elle une vague de publicité pour les paris en ligne, on a voulu donner la parole à celles et ceux qui savent de quoi ils parlent. Aujourd'hui, j'ai donc le plaisir de recevoir Guillaume et Philippe, qui ont vécu cette dépendance de l'intérieur. Ils vont nous raconter leur parcours, comment tout a commencé, comment ils ont dérivé, et surtout comment ils s'en sont sortis. Et avec eux, comme toujours sur nos épisodes qui touchent à la dépendance, j'ai le plaisir de recevoir ma collègue Sylvie Vuez, responsable de l'unité des maladies de la dépendance et thérapeute en addiction à la clinique La Métairie. On vous souhaite à toutes et tous une bonne écoute de ce 9e épisode de Psyché, votre podcast suisse sur la santé mentale. Bonjour à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de notre podcast Psyché. Aujourd'hui, on consacre cet épisode au jeu d'argent, à la dépendance au jeu d'argent. Et pour en discuter avec moi aujourd'hui, je reçois mon éternel complice Sylvie Vuez, qui est responsable de l'unité des maladies de la dépendance à la clinique La Métairie. Bonjour Sylvie. Bonjour Guillaume, bonjour à vous. Et je reçois Guillaume et Philippe, qui sont donc dépendants en rétablissement au jeu d'argent. Bonjour Guillaume, un autre Guillaume. Bonjour Guillaume. Et bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Pour commencer, je vais vous poser la première question qui paraît toute bête et toute simple, mais comment vous en êtes arrivés tous les deux à entrer dans le monde des paris ? Est-ce que vous vous souvenez de quand est-ce que ça a commencé ? Bonjour Guillaume dépendant. Ça a commencé très jeune. Voilà, c'était pas des paris, c'était des jeux. Je pensais que c'était des jeux, on pariait sur des pénaltys. Voilà, on faisait des jeux avec les copains. Et à force de travailler en fait mon programme, je me suis aperçu que ça a commencé vachement jeune. Et puis ça a commencé à monter crescendo, jusqu'à ce que j'ai ma première paye, oui. Jusqu'à ce que j'ai ma première paye où je suis allé au casino. Et j'ai mis. La première fois que je suis allé au casino, j'ai gagné. Mais j'ai gagné une belle somme. Je crois que j'avais mis 10 francs, à l'époque c'était en francs, c'était pas en euros, et j'avais gagné 1000 francs. Et en fait, au lieu de prendre les 1000 francs, je les ai rejoués pour gagner encore plus. Et là, je me suis aperçu que je m'étais pas aperçu de suite que j'avais un problème, mais que j'aimais ça. Et ça montait, de plus en plus. Et puis jusqu'à la fin avant que j'arrive à la Métairie, où je m'apercevais que les jeux d'argent, c'était un problème grave, parce que je gaspillais tout. Oui. L'argent du foyer, l'argent de la société, où je savais pas m'arrêter, où je voyais que la combinaison de alcool, l'alcool me faisait prendre la drogue, après j'étais tout seul, je m'ennuyais, ça me faisait faire les jeux, et puis voilà, et puis c'était le bon combo, et puis je gaspillais jusqu'au jour où mon épouse a dit c'est plus possible, parce que je dilapidais tout, et puis voilà, moi je suis arrivé ici en 2021. D'accord. Depuis ce jour-là, non, les jeux, je consomme plus de jeux. Là. Ok, c'est une bonne intro déjà. On va reprendre un peu étape par étape, mais Philippe, je te laisse rebondir là-dessus. Oui, alors Philippe dépendant, merci pour l'opportunité de partager un peu mon vécu. Pour moi, si je me souviens correctement, c'était à peu près en 2006, la première fois où vraiment il y a eu cette notion d'argent avec justement un pari. On jouait au poker. C'était en été, j'étais à Zermatt, je me souviens, et puis j'apprenais comment jouer aux cartes, mais cette fois-ci je pense qu'il y avait une petite enjeu de 5 francs à travers, donc j'avais 15 ans à l'époque, et puis pour moi, j'avais le goût déjà de jouer aux cartes, parce que quand j'étais encore plus jeune, avec mon oncle, etc., j'avais un peu cette attirance pour le jeu de cartes, mais jamais avec le côté d'argent qui était
qui était mis sur la place, sur la table. Et puis là, au poker, je voyais qu'en fait, j'ai pris goût assez rapidement et je pense que les 5 francs, je les ai perdus très, très vite et ça m'a pas tilté plus que ça. Sauf que là, après, quand je suis rentré en Suisse, je veux dire, quand je suis rentré à Zurich, après, j'avais pas 18 ans, donc j'avais besoin de la carte de crédit de ma mère. Et puis, j'ai dit, est-ce que je peux emprunter ta carte? C'est juste pour 10 francs. Pour m'enregistrer sur un site en ligne. Donc j'avais son prénom et puis son nom et tout ça, mais elle pensait que c'était pas quelque chose de grave. Et puis je me souviens, les 10 francs, je les ai perdus, enfin c'était $10 à l'époque, très rapidement en ligne. Et je me suis dit, bon, peut-être ça, c'est peut-être pas mon truc, quoi. Et puis en plus, j'avais pas 18 ans, donc j'ai mis ça un peu à part. Et finalement, 1 an plus tard, quand je suis allé à Genève, là, j'ai une carte de débit à mon nom, donc en dessous de 18 ans, on pouvait en avoir une. Je m'étais enregistré et les sites en ligne, ils me permettaient en fait de jouer. Donc là, tout d'un coup, je ne sais pas quel déclic il y avait eu, mais c'est vite parti en vrille, quoi. Et ça, c'était pour le poker et puis pour la bourse, donc tout ce qui est les marchés financiers, etc. Moi, je me souviens quand c'était aussi en 2006 à Zurich, mon père, il m'appelait du boulot. C'était à l'époque, lui, voilà, il n'avait pas son téléphone, là, il ne pouvait pas regarder les prix. Et il me disait, tu peux me dire quel est le prix de cette action? Et je dis, c'est quoi une action? Je ne comprenais pas vraiment. Et après, chaque fois qu'il m'appelait, je disais, ah oui, ça monte. Et puis tout d'un coup, il y avait justement cette attirance parce que je voyais des chiffres qui montaient, qui baissaient, etc. Mon père qui était content. Donc là, j'ai pris un peu le goût aussi des actions. D'accord. Parce que ta filiation familiale faisait que ton père peut-être connaissait un peu la finance et c'est toi qui... Oui. Il t'a un petit peu appris à te renseigner là-dessus ou à connaître un petit peu comment ça fonctionne. C'est ça. Ok. C'est ça. Et puis après, en 2007... comme Guillaume l'a mentionné, je savais pas trop ce que je faisais et puis tout d'un coup, je sais pas, j'ai vu une société qui annonçait des résultats et puis je voyais qu'il y avait des produits dérivés en fait. Donc juste pour simplifier ça, c'est le fait d'acheter, de spéculer qu'une action va monter ou descendre après des résultats, mais gagner beaucoup d'argent vu le risque qui est impliqué. Donc l'action, elle avait perdu 10%. Et puis moi, je ne savais pas ce que je faisais, mais j'ai juste mis un peu de l'argent de mon père en disant que ça allait baisser, sans aucune évaluation, purement spéculatif. Et puis le lendemain, mon père, il m'a appelé, il a dit « Est-ce que tu peux vendre ?» J'ai dit « Pourquoi ?» Il a dit « Parce que l'instrument que tu as acheté, ça a doublé le prix. » Donc j'ai vite vendu. Et comme Guillaume, je voyais que j'avais gagné quand même quelques milliers. Et je me suis dit, c'est tellement simple de gagner en ne pas faisant une analyse approfondie et purement en spéculant avec sa propre intuition. Ouais. Est-ce que le fait, je ne sais pas si tu veux rebondir, mais cet aspect de facilité instantané, de se dire que voilà, en 2 clics ou en un coup de téléphone, je peux doubler, tripler ma mise, ça fait beaucoup aussi que ça t'entraîne dans le truc après. Pour moi, c'était ce qui a déclenché justement l'intérêt par rapport à la spéculation des marchés financiers. Par rapport au poker, comme je l'ai dit, j'ai perdu assez rapidement, mais il y avait cet aspect de jeu fictif derrière avec les cartes qui était déjà ancré en moi. Donc même si je voyais que j'ai tout de suite perdu, je me suis dit, ok, ça c'est quelque chose que je vais peut-être apprendre parce qu'il y a une partie de skill, de talent derrière, entre guillemets. Voilà. Donc là, mon ego a dit, bon, écoute, faut juste te renseigner davantage. D'accord. Et puis pour les marchés financiers, peut-être, mais les marchés financiers, c'était vraiment juste purement spéculatif, quoi. D'accord. Sylvie, n'hésite pas. Hein, si oui, non, mais c'est très intéressant de voir quand même, c'est le même processus toujours pour tous les autres produits, hein, cet effet immédiat de plaisir, la recherche instantanée et toujours le même principe de dépendance. Hein. Donc oui, c'est très intéressant.
Et au niveau du jeu, au début, quand vous avez commencé, je sais pas Guillaume si tu veux enchaîner, au niveau des émotions, émotionnellement, qu'est-ce que ça générait en toi sur ces premiers paris, ton entrée un petit peu dans cet univers-là? C'était quoi? C'était un plaisir, l'adrénaline de je vais pouvoir gagner un truc? C'est ça, c'est exactement ça. C'est aller chercher le plaisir, en fait. Aller chercher les choses qui me rendaient... qui me rendait vivant, même en tant que petit, parce que je savais pas que j'avais cette maladie, en fait, et j'avais besoin toujours d'avoir quelque chose qui, pas qui me faisait vivre, mais qui, je sais pas, cette sensation est bizarre, c'est un peu comme la première fois qu'on prend cette drogue-là, ça va bien déjà, wow, tout va bien, et bien en fait, j'avais cette sensation de plaisir, c'est exactement pareil, en fait. Ouais. Que l'alcool ou que le premier verre ou que le premier pétard ou le premier tri de coke, c'est exactement pareil, c'est la même sensation. C'est ça, shoot d'adrénaline là. Waouh, allez, c'est parti, on y est. Ça gagne. Mais après. Mais quand ça perd, t'as aussi l'émotion de dire go. C'est ça. Oui, il faut que je regagne en fait. Ah là, j'ai perdu, il faut que je regagne. Et des fois, je gagnais en fait sur les jeux en ligne, je gagnais. Et je gagnais des grosses sommes. Je dis, allez, celle-là, je le mets directement sur mon compte. Bon, allez, j'attends 5 minutes. Je le ferai après. Bon, allez, je vais reprendre encore 100 € sur là. Après, j'arrête. Après, j'arrêtais quand il y avait 0. Okay. Et après, là, par contre, là, c'était dur, là, par contre. Justement, c'était une de mes prochaines questions, mais non, mais tu fais bien. Je sais, parce que j'ai joué aussi un petit peu de temps en temps sur le sport, je sais qu'il y a eu une période où les plateformes de paris en ligne et tout ça mettaient justement des curseurs où on pouvait bloquer, de se dire, je mets sur mon compte 100 francs ou 100 €, et puis je suis censé respecter cette limite, et je pense qu'ils ont mis cette politique en place justement pour essayer de se dégager un petit peu de responsabilité, de dire aux joueurs, non, vous pouvez mettre une limite, maintenant c'est à vous, entre guillemets, de la gérer. Mais est-ce qu'il y a eu vous vous êtes dit, au fur et à mesure des années ou des paris, arriver à se fixer une limite, ou c'est trop tard et c'est fichu après? Moi, je l'ai fait. Je me suis fixé une limite, mais quand on se fixe cette limite sur les plateformes, on ne peut plus la bouger. En fait, j'ouvrais des autres comptes. Je prenais la carte d'identité de mon père, je prenais la carte d'identité de ma mère, je prenais la carte d'identité de ma femme, et j'avais plusieurs comptes. Ok. Voilà. Et en fait, on peut se auto-bloquer. Mais pour moi, je m'auto-bloquais sur un compte, mais j'en ouvrais un autre en fait. Et ça, c'est vraiment la maladie en fait qui parle. Je pense qu'une personne qui est non dépendante, elle arrive à s'auto-bloquer. Déjà, elle n'a même pas besoin de s'auto-bloquer, elle ne joue pas. Déjà. Au moins, en fait, ces plateformes savent que ceux qui vont jouer beaucoup, c'est ceux qui sont vraiment addicts au jeu. C'est des choses. Moi, je me rappelle des choses, des fois je pariais sur des matchs de hockey dans la Sibérie. Je connaissais même pas les équipes. Pourquoi? Parce que je voyais que la cote elle était bonne. Mais je mettais, mais je sais même pas pourquoi je mettais des choses comme ça. C'était vraiment le truc de se dire peut-être que c'est ça, je vais me faire. Et c'est pour ça que des fois ça me fait ces plateformes-là me font bien rire, parce que on peut se bloquer, mais on peut faire... Tu peux contourner facilement le truc. On peut toujours contourner. Si je veux juste intervenir 2 secondes par rapport à tout à l'heure, à se rendre compte qu'en fait, dans notre cerveau, ça fonctionne pas bien, le centre de la récompense, et qu'on va tomber accro au haut, mais aussi au bas. Et c'est vraiment assez vicieux, parce que ça marche ou que ça marche pas, c'est une forme d'addiction de l'émotion que ça va faire vivre, et c'est peut-être difficile des fois à comprendre. Et puis les histoires de limites, c'est vraiment des limites invisibles, on voit ça aussi dans les autres produits. Je consommerai pas le week-end, pas le soir, 1 jour sur 2, pas ce produit-là. Et en fait, la maladie est tellement puissante que c'est impossible à respecter. Ça se retrouve bien. C'est pour se donner bonne conscience. Oui. Par rapport aux autres. Je crois qu'on essaie de se faire croire que c'est possible. C'est ce déni toujours qui fait qu'on aimerait que ce soit possible. Puis qu'avant de se rendre compte qu'on a ouvert 5 comptes, on est déjà ruiné, quoi. Donc moi je m'identifie tellement à ce que Guillaume a dit. Pour moi, je prends l'exemple d'un compte bancaire. Par exemple, moi aussi, il y a une limite que ma banque me dise de retrait, mais j'ai jamais vraiment fait attention à ça, quoi. J'atteins jamais les limites de retrait, parce que j'y pense même pas. Pour moi, c'est je paye, etc. Et puis un non-gambler ou un non-joueur
pour lui, ça, c'est hors propos. Mais pour moi, si je suis obligé de dire voici une limite, etc., et après, c'est bloqué pendant 48 heures où je ne peux pas changer, et puis ensuite, pour moi, déjà, ça, c'est la première lumière rouge ou jaune-rouge qui se manifeste. Et après, comme Guillaume a dit, moi aussi, j'ai ouvert d'autres comptes sur d'autres sites, et puis j'ai fermé des comptes, etc. J'ai ouvert à d'autres noms. Mais après, pour transférer l'argent, c'est ça le souci. Quand je gagnais, il faut virer les fonds. Donc aujourd'hui, peut-être ils sont un peu plus rigoureux, entre guillemets, avec la conformité pour se dire, ok, faites ce que vous voulez, mais bonne chance pour qu'on vous vire les fonds. Donc après, il y a un wallet e-online, justement, on peut dire, est-ce qu'on peut transférer les gains par Bitcoin, etc., par d'autres compagnies fintech. Donc il y a une manière, mais à un moment donné, si là aussi, mon portefeuille virtuel est fermé, ça devient difficile. Donc là, on voit que vraiment, le but, c'est même pas un but financier, c'est juste d'avoir cet effet d'adrénaline et de dire, ok, je cherche à chaque fois le prochain high, etc. Et combien de fois je m'étais fait expulser et j'ai trouvé une manière de contourner ça. Et après d'aller quasiment après il y a les tabacs, il y a les casinos, etc. Donc il y a une phrase en fait dans le gros livre des alcooliques anonymes qui dit l'alcoolique il trouvera de l'alcool au Groenland s'il souhaite, ou au milieu d'un désert. C'est ça. Donc aujourd'hui, si vraiment j'ai envie, à un moment donné, il y a des tabacs partout. Est-ce que je vais me faire exclure de tous les tabacs? Est-ce que pour les sites de bourse, il y a tellement de plateformes aujourd'hui pour spéculer? Voilà. De m'abriter, on dit ça, ou je sais pas. Ouais, de te mettre à l'abri un petit peu. De me mettre à l'abri par ma propre volonté déchaînée, comme on dit, good luck. Oui. Sur le plan émotionnel, au début, avec les amis, etc., le poker, s'il y a peut-être une chose qui me manque, c'est cette convivialité de dire, voilà, chacun mettait 50 balles, on s'en fout à la fin de la journée, si on perd, il n'y a pas mort d'homme. Ça, aujourd'hui, je le trouve dans d'autres interactions avec mes amis, etc., dans des loisirs qui sont plus sains. Mais cette partie-là, j'accepte aujourd'hui que j'ai franchi une ligne no return, où ce côté convivial, il n'existe plus dans ce domaine-là. Parce que j'ai abusé, et puis je suis dépendant, et puis c'est comme ça. Mais cette partie émotionnelle, moi j'avais toujours ce désir, ce sentiment d'appartenance, donc on voit où la dépendance affective, justement, elle fait apparition. Et puis je réalisais pas que quand je jouais en ligne, etc., ou même avec les brokers des plateformes de trading, etc., eux, ils étaient simplement intéressés comme un dealer pour la coke, que je sois juste un client. Donc ces gens-là, quand j'étais assis dans un casino, etc., oui, on parlait un peu de tout et n'importe quoi, mais en fin de compte, quand moi je devais faire tapis, et puis eux aussi, voilà. Et puis il y avait des gens sympas comme monsieur et madame Dupont, où voilà, ils mettaient 100 € pour un tournoi, et puis après ça faisait pas grand chose, mais il y avait beaucoup de déchaînés aussi à la table, où leur objectif, et même des pros, j'imagine, leur objectif c'était de gagner de l'argent, et puis c'est tout. Mais aujourd'hui, j'ai pu traiter ça, et je traite justement ce sentiment de vouloir appartenir à quelque chose, et pas de m'isoler, parce que moi j'étais isolé dans mon grenier, derrière mon écran, seul, et puis parfois j'allais au casino aussi, mais c'est une vie très solitaire, et puis sombre. Parce que tu t'enfermes sur toi en plus, c'est ça. Tu te coupes du monde, mais t'es en ligne quelque part. Je suis obligé, parce que quelqu'un doit me fournir. Mais le fait de rester seul et de s'enfermer, ça peut aussi... C'est vraiment toujours le même système. Détachement. La dépendance, c'est vraiment l'isolement intérieur, même de se sentir seul alors qu'on est entouré de plein de gens. C'est vraiment l'isolement total. C'est ce que je trouve dangereux en ce moment avec les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Maintenant, on peut jouer à la maison sans bouger. Au début, moi, que j'ai attaqué, il fallait aller au casino ou alors dans des tables de poker clandestines. Ouais. Et là, par contre, c'est plus la même ambiance, là. On y va, c'est pas rigolo du tout. Parce qu'il y a d'autres gens qui... c'est plus les mêmes personnes, c'est pas la personne lambda qui est là-dedans. C'est vraiment des endroits dangereux en plus.
On se met dans des endroits dangereux, comme quand on va chercher notre produit ou quoi que ce soit. Ouais. Ben, c'est vraiment les moments les plus noirs que j'ai vécu, c'est dans ces tables de jeu, en fait. Mais comment tu te retrouves là-dedans, en fait? Dans ces parties un peu clandestines, c'est par d'autres contacts, t'arrives un petit peu parce que mon monde, il est... En fait, moi, j'avais une vie parallèle. Ça va faire 30 ans que je suis marié. 30 ans que je suis en couple, ça va faire 18 ans que je suis marié. Mais mon épouse ne savait pas ce que je faisais. J'avais vraiment un monde parallèle. J'avais le monde où j'étais patron, mari, père. Et le soir, j'avais le monde où c'était le Guillaume déchaîné, en fait, le Guillaume dépendant. Et j'avais 2 cercles d'amis. J'avais ceux que ma femme ne connaissait pas, avec qui je consommais, et un cercle d'amis que j'ai toujours, qu'eux n'ont jamais su que voilà, j'étais dans cette dépendance. Ils savaient que j'étais pas tranquille, mais ils ne savaient pas que je faisais tout ça. Et puis, avec les personnes que je consommais, on se retrouve dans des endroits où il y a des tables de poker clandestines, où on met de l'argent, où on arrive à un moment où, moi tout à l'heure je l'expliquais à Philippe et à JC, il y a des parties où j'avais plus d'argent, je venais avec pas mal de sous, mais j'avais plus rien. Et sur la dernière partie, une fois, j'avais mis ma voiture. Et heureusement que j'avais un ami à moi, il m'a dit Guillaume, là stop, fini, je peux plus te voir comme ça. Il m'a pris les clés, il m'a dit on se barre. D'accord. Mais j'y ai plus parlé à cette personne, parce qu'il m'avait fait ça. Maintenant, je le vois, on en rigole parce que je le remercie. Il me dit tu te mettais dans des états, en fait. Je sais même pas ce que je faisais, en fait. C'était vraiment, j'étais fixé sur... En fait, c'était un manque. C'était le manque de produits. C'est exactement la même chose, le manque de produits et le manque de gagner. Comme disait Sylvie tout à l'heure, en fait, je me nourrissais de cette perte d'argent pour toujours remonter. Et après, je reconnais que sur ça aussi, j'ai perdu la maîtrise de ma vie sur les jeux. Par exemple, j'allais au tabac. La personne normale achetait un ticket. Jeu à gratter, quoi. Moi, j'ai acheté le paquet. Ok. Je savais pas acheter parce qu'il fallait gagner tout. Mon épouse me dit, mais ça sert à quoi, en fait? Rien, je grattais comme ça, mais je regardais même pas le numéro, ce que je grattais ou quoi que ce soit. Je voulais gratter. Donc tu grattais ton carnet de jeu et après tu savais même pas si tu avais gagné. Après, dès que j'avais fini de gratter le dernier, le soufflet retombait. Mais ça, sur l'instant, ça te procure une adrénaline. C'est ça. Mais et elle me regardait, elle me faisait waouh. Grattez-moi. Non, je ne gratterai pas avec toi. Je te laisse dans ton délire là. Excusez-moi l'expression, mais ton délire à la con, mais ça rime à quoi en fait? Ouais, mais on va gagner. En fait, Mais quand c'était comme ça, par exemple, si tu le fais sur le moment, c'est-à-dire que tu payes tes tickets chez le buraliste et tu grattes sur le comptoir du bureau de tabac parce que tu n'as pas le temps d'attendre de rentrer chez toi comme si tu voulais ton petit shoot. Ça attaquait dans la voiture. Tu te dis pas comme un... Tiens, je m'achète mes petits tickets, puis je rentre gentiment à la maison, comme si je vais m'acheter ma bouteille, je rentre gentiment, je sors mon plus beau verre et puis je me sers. La première fois, c'était... J'ai dit non, je vais le gratter, parce que je m'étais aperçu que je faisais que des conneries, en fait, que j'ai acheté ça. Et je dis, je vais y aller, je vais voir. Mon épouse, je lui dis, regarde ce qu'on a acheté, t'as vu, ouais, on va partager et tout. En fait, ça me foutait, elle. Parce que c'est pas une personne comme ça. En fait, j'essayais de racheter ma connerie, en fait, envers ma femme. Mais ça fonctionnait pas. Ça marchait pas, non. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est l'effet de manque. C'est vraiment toujours tout ce qu'on fait, c'est pour combler ce vide existentiel qui est tellement douloureux au fond. Et il faut quand même savoir que c'est pas le manque d'argent qu'on cherche à combler quand on joue, parce que vous ne manquez pas d'argent. C'est même pas pour avoir de l'argent parce que vous n'avez pas de quoi manger à la fin du mois. C'est un principe comme n'importe quel autre produit, de l'alcool ou des drogues, quoi. Il n'y a pas de raison logique à ça, juste l'effet que ça procure. Et le fantasme aussi. Ce qui va générer un effet, en fait. Quand tu fantasmes et tout, c'est comme quand tu sais que tu vas chercher ton produit. Tu es déjà dans l'émotion, ça te procure déjà l'effet. Tu es déjà dans la préparation. Et justement, quand vous avez commencé, vous en avez parlé un petit peu, mais quand on commence à gagner de l'argent, c'est pas par exemple 10 € à un ticket à gratter, mais je sais pas à partir de quand on peut établir, c'est une grosse somme, mais peut-être, je sais pas, 1000 francs, enfin 1000 €, 1000 francs ou 10 000, j'en sais rien. Est-ce que ça, le fait d'avoir un gros gain, ça switch quelque chose dans votre cerveau, ou pour vous c'est pareil en fait que tu gagnes 10 francs ou 1000 francs?
Ou là, ça accélère le truc. Oui. Waouh, là, je passe à un step du dessus et je vais Vu encore que aller c'est plus haut. une maladie progressive au début peut-être, mais même vers la fin, dans le sens où j'en suis aujourd'hui. Mais je me souviens, même il y a quelques années, où une fois j'avais misé sur une compagnie qui allait publier des résultats défavorables, et c'était le cas. Et puis, il y avait une belle somme qui m'a été nourrie dans le compte. Et puis, même ça, pour moi, ça m'a pas procuré plus que ça, parce que ça aurait pu être un début pour quelque chose d'autre, mais après, j'étais tellement obsédé par justement ce que j'allais faire après, que petit à petit, après, la somme, elle s'est vite évaporée. Mais sur le moment, je me suis pas dit, ok, voilà, ça y est, maintenant, je sais pas, je vais aller aux Caraïbes, être tranquille ou un truc comme ça. Non, c'était bon. La première chose, c'est dit, j'aurais dû vendre un peu plus haut. Donc déjà, il y a le mécontentement qui se manifeste. Déjà, t'as l'instant où t'as une seconde, j'ai gagné, et la deuxième seconde, c'est oui, mais j'aurais pu peut-être. C'est ça. Donc il y a ça, dire j'aurais pu gagner peut-être X encore, et ensuite, vu que j'ai pas gagné ça, quel est mon prochain pari? Donc il y a même pas. Pour moi, donc c'est pour ça que je disais progressivement, peut-être au début, il y avait, 10 ans en arrière, c'était un peu différent, mais vers la fin, c'est juste, Je pense qu'à moins qu'il y ait une somme astronomique, vu les dégâts financiers, c'est juste un petit trou en fin de compte de débouchement. Et ça c'est mon expérience que j'ai pu. C'est le même principe. Au niveau, nous dans notre cerveau, le centre de la récompense il fonctionne pas, donc on ne sait pas se contenter. Donc c'est jamais assez et c'est jamais suffisant. Non. Il faut toujours plus, toujours mieux, toujours. Et en fait, la frustration qu'on vit, c'est que quoi qu'on vive, on n'en profite pas, on ne le ressent pas. Ouais. Donc, il nous faut toujours cette adrénaline, parce qu'il n'y a que là qu'on se sent vivant et que le vide est comblé. Sinon, c'est une souffrance perpétuelle. C'est une espèce de no man's land de notre vie, où on ne se sent vivant que quand on a ces shoots-là. Sinon, c'est un grand vide qu'on apprend à combler. C'est ça. Mais c'est pour ça que c'est jamais assez, en fait. Et même t'es quand jamais content. Même exactement comme Sylvie le mentionne, même quand il y a cette récompense financière, c'est juste, next one. Et ça dure 2 secondes, quoi. Ça dure 2 secondes. Enfin, c'est ça. Il y avait des périodes où ça durait peut-être un peu plus que 2 secondes, quand j'étais plus jeune, mais vers la fin, non, ça dure 2 secondes. Mais comme tu l'as très bien dit, c'est progressif. Et plus on avance, moins la satisfaction, l'illusion de cette satisfaction se raccourcit pour absolument disparaître. Et on ne ressent même plus ça. Mais notre cerveau, lui, va toujours rechercher cet effet-là. Donc, il va perpétuer tout le temps les mêmes comportements, alors qu'en fait, les effets positifs ont complètement disparu depuis des fois des années. C'est ça. Et même le temps d'abstinence ne peut pas justement camoufler l'inévitable. Donc même dire ok, ça fait 2 ans que j'ai rien fait, peut-être mon cerveau s'est reprogrammé. Non. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vraiment cette notion où c'est incurable en fait. C'est-à-dire que si tu rejoues aujourd'hui, tu vas être encore pire que quand tu as arrêté. Il n'y aura plus rien. Mais tu vas quand même être piégé dans le fait de continuer. Donc c'est vraiment une maladie terrible. Mais c'est toujours plus en fait. C'est des fois je gagnais certaines sommes. Il faut que je gagne plus. En fait, après on arrive à un niveau où on joue à ligne ou quoi que ce soit, on ne gagnera pas plus. Mais c'est toujours le plus en fait. C'est plus. Et puis, au moment on arrive. Et moi des fois je joue plus. Et la dernière fois, on est parti en vacances. Il y avait ma femme, mon fils, il y avait toute la famille et mes beaux-parents. Et c'était sur une station balnéaire dans le sud. Et ils sont allés au casino, je suis rentré avec eux. Ma femme, elle a joué 10 francs, elle a gagné 50 francs. Elle a arrêté net. Wow, elle était super contente d'avoir gagné 40 euros. Dans ma tête, j'ai dit, mais elle est malade, elle aurait dû rejouer encore plus. Mais elle aurait dû jouer plus. Et je me dis, en fait, j'ai vu dans ses yeux qu'elle était contente. Mais moi, ce qu'elle a gagné, en fait, et moi, ce que j'ai gagné, j'ai jamais ressenti, en fait, ce sentiment-là qu'elle était contente d'avoir gagné 40 balles. Je dis, waouh, tu joues au casino pour 10 balles et 40 balles. Je dis, mais non. Mais en fait, elle était contente. Elle a eu l'impression qu'elle avait gagné beaucoup. Mais moi, j'ai jamais eu cette sensation-là. Et c'est là que c'est intéressant de voir pourquoi on change de cabine sur le Titanic en espérant qu'autre chose va nous amener ça.
et qu'on ne consomme pas ni pour le produit, le plaisir du produit, même l'alcool ou tout ça, ni pour l'argent, en fait. C'est vraiment cet effet, cette émotion que ça génère. Pourquoi on utilise ça? Et ça, c'est même pas pour l'appât du gain. Ça n'a rien à voir, quoi. C'est pour ça qu'il y a plein d'alcooliques, enfin moi y compris, je n'aimais pas l'alcool. Mais ce que je recherchais, c'était cet effet anesthésiant qui faisait ça. Et parfois, par rapport aux rechutes, au début, peut-être, ça peut, je sais pas, régénérer quelque chose dans le cerveau qui dit « Ah, mais en fait, la récompense, elle est un peu différente, vu qu'il y a eu une période d'abstinence, mais très rapidement, il y a justement cette insatisfaction qui revient dès qu'il y a des pertes. » Enfin, c'est là où je distingue juste légèrement le jeu à d'autres dépendances, dans le sens que si c'est rapidement... la chute vers l'enfer, ok, mais dès qu'il y a des gains, peut-être le cerveau se dit, bon, tu vois, finalement, c'est un peu différent, mais inévitablement, tout va sauter. Donc, c'est un château de cartes. Et c'est là où, après, dans mes rechutes, j'ai constaté que, même si je gagnais 1 000 €, le bilan, il est toujours négatif à 99,9% malgré les 1 000 €. Et puis, 100%, pardon pour dire ça, mais je veux dire, les 1 000 €, ça contribue pas à grand-chose. Donc finalement, je suis en train de vivre une nouvelle illusion et oublier, c'est ça en fait la folie, de me dire, cette fois-ci, je vais ne pas commettre les mêmes erreurs, mais malgré ça, émotionnellement... Et c'est toujours une émotion qui a justement déclenché cette préparation vers le prochain pari. C'est la définition de la folie, notre maladie. C'est ça, oui. Toujours faire la même chose en espérant un résultat différent. Oui. Par contre, je trouve que c'est exactement la même chose avec les autres produits, parce que quand tu n'as pas consommé des produits psychotropes pendant un moment et que tu rechutes, il y a quelques jours peut-être où, comme ton niveau de tolérance a baissé, où tu vas ressentir à nouveau cet effet bénéfique pour quelques heures peut-être, et ton cerveau réenclenche direct, mais au bout de 3 jours, 3 semaines, c'est à nouveau pire qu'avant. Wow. Et c'est chaque fois plus rapide, mais c'est vraiment le même processus. Hein. Oui. Vu que moi, j'ai jamais touché de substance, c'est pour ça que peut-être... Mais là, j'ai justement la confirmation qu'en fait, je m'identifie totalement à ce que Sylvie vient de partager. Donc, ouais, c'est... Merci. C'est bien la même maladie, quoi. Oui, ça, j'en doutais pas. Mais c'était côté cerveau, mais en fait, non. Tout ce qui se passe à l'intérieur, l'effet dopamine, etc. Et puis, justement, ce niveau de tolérance. Ouais, ok. Justement, tout à l'heure, Guillaume, tu parlais un petit peu de ta double vie. Au niveau de votre entourage à tous les deux, quelles étaient les conséquences sur votre entourage, etc. Toi, Philippe, tu nous disais, j'étais enfermé. C'était peut-être quand tu étais un petit peu plus jeune, mais le fait d'être enfermé, ou est-ce que les gens autour de vous se disent... il y a eu des petits indices, des faisceaux qui te disent il y a un petit problème. Enfin, votre entourage, le regard de votre entourage sur vous, moi, sur les conséquences dans les relations sociétales, familiales. Ma copine de l'époque, je me souviens quand j'avais 16 ans, et puis je lui ai dit, voilà, j'ai perdu... des centaines, ou l'argent que j'avais économisé, qu'on me donnait quand c'était mon anniversaire, la tirelire là qui était bien remplie là, et puis petit à petit elle se dilapidait. Elle m'a dit, mais tu me promets que tu vas plus jouer après ça, parce qu'elle voyait que je passais du temps sur les sites en ligne, et puis moi je lui ai dit, oui, écoute, là je pense que j'en ai marre, quoi. Mais en fait, avec le temps, moi je pense que je lui ai bien caché le côté des marchés financiers, parce que même si j'étais d'humour désagréable, etc., ça c'était vraiment mon père, et puis ma mère aussi, qui savait l'ampleur des conséquences liées au pari financier. D'accord. Moi, mon entourage n'ont jamais su en fait le problème que j'ai eu, parce que j'arrivais bien à le cacher. Ouais. J'étais comme un bon dépendant, j'étais bon pour ça aussi. Il y avait qu'une personne qui savait, entre guillemets, mais qui ne savait pas que j'avais perdu la maîtrise de ma vie, c'est mon épouse. Mes parents ne savaient pas du tout. Quand ma femme est allée voir mes parents pour leur dire, Guillaume, il a vraiment un problème, ils lui ont dit, non, c'est toi le problème. Parce qu'en fait, ils ne pensaient pas. Parce que moi, je travaillais, en fait, c'est une entreprise familiale, je travaillais avec mes parents. Mais j'étais assez libre, ça fait qu'ils ne voyaient pas ce que je faisais, en fait. Et je ne voulais pas qu'ils voient, bien sûr, pour ne pas les décevoir.
entre guillemets. Mais moi, mon cercle d'amis vraiment que j'ai toujours maintenant, D'accord, eux, je leur ai dit, quand je suis rentré à Métairie, voilà, j'ai un problème avec la... Ok. Au début, moi, je suis rentré, j'avais juste un problème avec la coque, j'avais un problème pour rien d'autre. C'est ici que je me suis aperçu que j'avais vraiment le complet. Pour moi, les jeux, ouais, ça allait s'arrêter, en fait. Moi, pour moi, c'était lié, en fait, la coque, c'était lié avec l'alcool, la coque, après, c'était lié avec les jeux, en fait. Parce que je consommais, il y avait les jeux. D'accord, donc tu as fait un peu le parcours inversé, entre guillemets peut-être ta dernière dépendance qui t'a amené ici, alors qu'en fait tu avais commencé par le jeu. Voilà, moi je pensais que c'était le problème, c'était que la cocaïne en fait. Ok. C'était pas moi le problème, c'était la cocaïne. Non, c'était moi, et la cocaïne c'était pas un problème, c'était le problème que moi je voulais me faire voir que voilà j'étais, et puis maintenant aujourd'hui ça va, mais voilà, moi, mes enfants ne savaient pas non plus, parce que j'arrivais bien à le cacher. Bon, ma fille, elle a bien su qu'il y avait un problème, parce que j'ai fait une overdose devant elle. Mais voilà, elle l'a su quand elle avait 12 ans, elle était petite, mais elle a su que j'avais un problème. Mais sinon, j'avais bien caché tout ça, en fait. Parce que moi, mon épouse ne consomme pas, elle ne boit pas, elle ne consomme pas de drogue, elle ne joue pas au jeu. Bon, je pense qu'elle est codépendante pour être avec moi, ça c'est sûr. La dépendance, je pense que c'est moi. Mais ça, c'est notre sujet. Mais voilà. D'accord. Personne ne s'inquiétait pour moi, à part mon épouse. Voilà. Parce qu'il vivait avec moi, c'est tout. Et qui voyait, des fois, il disait, c'est quoi ça Pourquoi t'as pris 2000 € là cette nuit? Qu'est-ce que t'as fait? Rien. Non, c'est pas moi. Hein. Et t'arrivais quand même à noyer le poisson un peu? Non, mais des fois, je dis, appelle la banque, c'est pas possible, on s'est fait pirater la carte. Hein. Des fois qu'il y avait des grosses nuits, à la maison, c'était 4-5 000 € sur la carte de l'entreprise. J'ai ma collaboratrice, elle me dit, Guillaume, il y a un problème là. Ah ouais, appelez la banque, hein. Faites opposition. La banque, elle m'a appelé, elle me dit, c'était votre ordinateur qui débitait le truc. Hein. Elle me dit, si vous pouvez calmer les choses. Ah, donc finalement, ceux qui savaient, c'était les banquiers. Voilà, c'est ça, mais vous voyez tout. Ouais. Parce qu'ils regardent, en fait, parce qu'ils regardent à la carte où ça a été, en fait. Ils vont regarder, en fait, s'ils arrivent, je sais pas comment ils doivent faire, ils doivent avoir l'IP de mon ordinateur ou quoi que ce soit. Ils ont vu que c'était, ils savaient que c'est moi, voilà. Il a dit, si vous voulez cacher quelqu'un, mais pas nous. Ok, bon, ça ira. Bon, laisse tomber, je disais à ma collaboratrice, je vais m'en occuper. Ouais. Mais voilà, mais c'était, j'essayais bien de cacher le chose, mais à la fin, ils sont très bien agencés parce qu'ils ont l'habitude de se faire arnaquer, où on dit que la carte a été piratée, et puis on demande un remboursement de la dette. Donc ils font très attention, les banques. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a quand même un paradoxe dans tout ça par rapport à cacher, parce que le dépendant, en tout cas moi, sans rétablissement, si vraiment par définition je suis atteint de cette maladie de dépendance, d'arrêter, ça va pas me rétablir justement l'état spirituel de mon cerveau. Donc moi, ce qui se passait, vu qu'il n'y a pas de substance, mon lien avec l'argent, il se propageait dans d'autres domaines. Donc il y avait une addiction par rapport aux dépenses. Et D'accord. Puis quand j'habitais à Londres, en 2014, dès que j'ai mis les pas dans les réunions et que j'avais pas vraiment un programme, simplement je participais aux réunions des Gamblers Anonymes, mais j'avais pas de parrain, j'avais rien. Là, je dépensais mon argent en regardant des matchs de foot. Donc j'allais au stade, une saison, je pense j'ai dû faire 36 matchs, et puis ce sentiment d'appartenance, je le trouvais là. Et puis mon équipe de foot à l'époque, Arsenal, c'était pas top, donc il y avait souvent des déceptions. Mais c'est marrant parce que mon père, après, ma mère, elle disait, mais je comprends pas pourquoi il n'y a plus rien dans ton compte bancaire, etc. Tu joues plus. Je dis, oui, mais regarde où je dépense mon argent. Et puis c'est là où je dis, caché, oui, regardez, il joue pas, mais finalement, qu'est-ce que je fais pour me rétablir? Est-ce que j'ai appris un nouveau mode? Est-ce que je suis en train d'apprendre un nouveau mode de vie, ou est-ce que je suis en train de changer de cabine dans le Titanic? Et puis on voit qu'en fait cette dépendance, insidieuse, elle va chercher à s'alimenter autre part. Donc c'est là où je voyais vraiment que il y a un gros problème, quoi. Et juste d'être abstinent, c'est pas ok, c'est un bon début, mais si j'attaque pas les racines de cette maladie, voilà, je pourrais cacher autant que je veux, mais t'as mentionné au début justement la double vie, quoi. Ça fait partie aussi de ce jeu de double agent qui dit en fait, ouais.
C'est vraiment combler ce vide, par grandir en maturité adulte. Il y a tout un travail. C'est ça. L'abstinence, c'est le haut de l'iceberg, c'est la condition sine qua non pour soigner la maladie. Mais la maladie, ce n'est pas la conso. La conso, c'est le médicament de notre maladie. Et on va, les achats compulsifs, faire des cadeaux à tout le monde, compulser dans les voyages. Se retrouver avec 15 trucs pareils parce qu'on a oublié qu'on les a achetés. C'est du vécu. Il y a du vécu là, on sent. Mais c'est Après, exactement tu ça. débarrasses tout, tu jettes et tu rachètes. Et peut-être c'est moins grave que de se trouver dans un endroit clandestin pour jouer au poker, mais en fin de compte, l'objectif, c'est d'être sobre émotionnellement aussi et de trouver un nouveau sens à la vie avec... Bref, chacun a ses propres objectifs. Si j'ose utiliser le mot objectif dans le rétable, mais voilà. Mais toi, tu as eu des moments, comme disait Guillaume, où tu t'es retrouvé dans des situations un peu dangereuses ou risquées au niveau de tes paris d'argent ou pas ? Peut-être 1 ou 2 fois dans des casinos, mais... T'as été blacklisté des casinos ou on n'est pas arrivé là encore ? Non, mais je voyais justement... Non, mais j'ai eu des mauvais œils peut-être, parce que des fois j'ai eu beaucoup de chance et puis je jouais n'importe comment et puis c'est tout. Mais à un moment donné, je pense que les chauffeurs d'Uber, ils n'étaient pas contents parce que quand j'utilise Uber il y a 12 ans, je faisais toujours attendre. Donc mon rating, pouf, il a plongé. Mais à part ça, parce que je disais un dernier pari. Quand j'avais perdu au poker, j'allais jouer à la roulette pour essayer de récolter. Okay. Mais à part ça, je sais pas, peut-être à Annemasse ou 1-2 fois. Mais à part ça, non. Pas vraiment eu de danger où je devais me trouver dans des situations... Peut-être que le danger, il est par rapport aux gens qui n'ont pas les moyens financiers. Oui. Parce que là, ils sont obligés de faire des dettes, ils sont obligés de faire à crédit, ils sont obligés d'emprunter de l'argent à droite, à gauche. Et là, ça devient dangereux dans ce milieu-là. Oui. Et c'est peut-être c'est une bénédiction et une malédiction à la fois d'avoir les moyens, en fait, de pouvoir aller jusqu'au boutisme. Ouais, voilà. Et je pense que les personnes qui sont addicts, parce que c'est pas une question de moyens malheureusement, si tu n'en as pas, tu les trouves, mais tu les trouves comment ? C'est comme un peu ceux qui finissent par se prostituer pour s'acheter du produit. Il y a plein de techniques dangereuses pour pouvoir se fournir les moyens d'assumer l'addiction, quoi. Oui, et puis comme Guillaume mentionnait pour le porte-monnaie, etc., chercher l'argent chez son épouse, moi je l'ai fait avec ma mère par exemple, et puis légalement c'est illégal ce que j'ai fait, dans le sens d'aller utiliser une carte de crédit sans aviser la personne et puis d'aller chercher de l'argent dans le porte-monnaie, et puis aussi pour le téléphone, utiliser justement, à l'époque on pouvait facturer en ligne, utiliser le téléphone aussi pour... je trouvais un moyen comme quelqu'un qui blanchissait l'argent. Bref, mais de nouveau, légal, c'est... Donc ça aussi, c'est une part... Mais vu que je le faisais avec mes parents, il n'y avait pas une menace en dehors du foyer. Et moralement, c'est totalement pas correct. Mais j'ai jamais franchi cette ligne au-delà de là, parce que là, peut-être mon éducation m'a sauvé d'un côté, mais ça faisait pas partie de ma personnalité d'aller justement réclamer de l'argent. Et puis après, les poignarder dans le dos, ça c'était pas. Mais par contre, pour mes parents, vu que comme j'ai grandi, ils me pardonnaient, etc., je me disais, c'est ok, même si Sylvie a mentionné la maturité, etc., ça c'est pas digne de quelqu'un qui est mûr. Mais voilà. Donc moi, c'était vraiment le cercle familial, et au-delà de là, Après, je me dis quand même, sans que j'ai pu aller jusque-là, mais je crois que c'est vraiment une question que s'il n'y avait pas les moyens financiers, c'est tellement puissant le manque que je pense qu'on est prêt à faire n'importe quoi pour l'obtenir. Donc si c'est pour voler, effectivement, comme tu dis, c'est plus ou moins admis parce que c'était tes parents, et puis qu'on ne considère pas que c'est du vol, mais ça aurait pu être la carte de n'importe qui traînait, voler un porte-monnaie, braquer une petite dame ça peut aller loin quand même, pour assouvir n'importe quelle addiction d'ailleurs. C'est pour s'acheter du produit, on en voit partout, des gens qui se font braquer et c'est très souvent pour aller acheter du produit. Ça pourrait être peut-être pour aller acheter des jeux.
C'est peut-être une addiction que tout le monde n'assume pas. Peut-être que de base, je pense qu'il y a quand même des moyens qui fait qu'on va être attiré plus par le jeu que par d'autres choses peut-être plus accessibles, on va dire. Hein. Peut-être qu'il y a des profils qui sont plus à même d'aller vers ça. C'est une pure supposition que je fais là tout de suite. Non, mais c'est ça. C'est ça. Moi, j'avais pas de moyens du tout à l'époque quand j'ai commencé. J'ai pris l'alcool, c'était pas cher. Je pense pas que j'aurais pris le jeu, en sachant que j'avais pas les moyens, même pas à mettre 100 francs dans un truc, quoi. Peut-être aussi qu'on se dirige par rapport... Oui, et puis il y a souvent ça de dire « Ah, mais bon, le jeu, c'est simplement son souci, il aurait pu être alcoolique ou cocaïnomane, etc. » Donc de minimiser la sévérité de l'addiction, la gravité de l'addiction, en disant socialement, c'est plus acceptable. Mais en fait, non. Addiction égale addiction, peu importe si c'est le sport, peu importe si c'est le jeu, etc. Pour moi, c'est justement cette séparation par rapport aux autres et cette consommation égocentrique liée à une maladie incurable. Donc, comme je disais, j'entendais souvent ma mère qui disait ah bon, ok, le jeu, heureusement que c'est que ça, même si elle voyait les dégâts financiers. Et que, je pense que c'était moins visible aussi dans le sens que mais on voyait, si on regardait objectivement comment ça impactait mon adolescence et ma vingtaine, il n'y a pas photo, pas eu de job, etc. Donc ça aurait été exactement la même chose que si j'étais alcoolique, dans le sens que peut-être mon foie était un peu mis de côté, mais à part ça, les dégâts en termes émotionnels, socialement, c'est les mêmes. Moi, j'ai vécu le même processus. Exactement. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que nous vivons dedans, oui, parce que nous, on ne le dit pas. Donc, la vie qui n'a plus de sens, la vie qui n'a plus aucun goût, la honte, la culpabilité, les angoisses perpétuelles, ce manque qui se manifeste tout le temps, qui est atrocement douloureux, et tout ça, on le vit dedans sans le montrer. Et ça, quelle que soit l'addiction. C'est vrai que c'est soi-disant addiction socialement acceptable, comme l'addiction au travail. Oui, mais bon, au moins, il ramène de l'argent à la maison. Oui, mais en fait, quand il rentre, il fait l'enfer à tout le monde. Donc, et lui, il n'est pas heureux. Donc, il n'y a pas de bonne addiction et de mauvaise addiction. Il y a la maladie de la dépendance, et quelle que soit la cabine, ça mène, comme on dit chez nous, à l'hôpital, à la prison ou à la morgue. Voilà. Donc, c'est les 3 issues d'une dépendance. Il y en a pas parce qu'on le vit seul. C'est ça. Parce que déjà, on ne comprend pas ce qu'on vit. Déjà, on ne comprend pas, et en plus, on le vit caché. Et en fait, plus où l'addiction monte, plus on se cache, plus on se détache de tout le monde, en fait. Et c'est là que cette maladie, elle est coquine, parce que, en fait, on se retrouve seul face à la maladie. Et ça, quand on ne le sait pas, c'est quelque chose qui, moi, je l'ai vécu... C'était compliqué parce que moi j'ai vu, au bout d'un moment, j'ai dit il y a qu'un truc, je suis perdu. Il y a qu'un truc, c'est la mort. Il faut que je libère tout le monde. Et j'ai pas essayé, j'ai eu ces idées noires, mais j'ai pas essayé de me suicider ou quoi que ce soit. Moi je conduis des camions, en fait, et conduis des poids lourds. Ça m'est arrivé des fois, quand il y a eu des grosses soirées ou quand il y a eu beaucoup de pertes d'argent ou beaucoup de consommation, parce que c'est lié. Je voyais un gros camion en face, je dis je vais faire une embardée pour faire un face à face, pour que ça s'arrête de suite. Et c'est vraiment, c'est vraiment les émotions que moi j'arrivais plus à gérer après ces gros trucs, ces grosses soirées, et je me retrouve seul en fait, seul face à tout ça, où au début c'était moi Dieu, c'était moi qui gérais tout, mais en fait je gérais rien du tout, j'ai jamais rien géré. Et là, sur la fin, sur la fin avant de rentrer dans cette clinique, waouh, je dis je m'en sortirai jamais. Je pourrais pas m'en sortir, je sais pas qui c'est qui puisse. Déjà je connaissais pas moi. Je connaissais pas les AA, je connaissais pas les CA, je connaissais pas les dépendants affectifs, je connaissais pas tout ça moi. Et je voulais pas le connaître. Et le jour où je suis rentré dans cette clinique, c'était vraiment compliqué parce que la réalité là elle arrive là. Là il y a tout qui arrive. Tu te dis. Et le jour où Sylvie m'a dit c'est une maladie. C'est là où j'ai commencé à lâcher et puis de me dire je vais prendre un cachet. Ah non, il n'y a pas de cachet là. Ta maladie elle est incurable, tu ne vas jamais guérir. Tu peux te soigner, mais tu ne vas pas guérir. Ah, mince.
Je pourrais pas prendre un cachet. Non, plus de cachet pour toi non plus. Et le truc, il est là. C'est vraiment qu'elle m'a dit aussi c'était la maladie des émotions, des choses comme ça. Après, on a commencé, avec le travail que j'ai fait à mon pari, j'ai commencé à comprendre vraiment ce que j'avais et ce que j'ai eu en fait. Et ce que je cachais en fait à tout le monde. Ouais. Et aujourd'hui, je m'en cache pas, je le dis à tout le monde, ouais. Je suis alcoolique. Il y en a, et pourquoi tu bois pas? Je suis alcoolique. Ah viens, on va faire un petit prêt. Non, je suis cocaïnomane. Non, merci, ça ira. Viens voir au casino. Eh non, je peux pas. Et moi, j'ai une anecdote là. J'ai un copain qui consommait beaucoup, qui avait beaucoup de jeux d'argent. Et il y a 2-3 ans, je l'avais vu. Et j'ai vu qu'il consommait. J'ai dit, tu sais, Christian, il y a... Ouais, il me dit, t'as une vie de merde, Guillaume. Il me dit, c'est bon, t'as une vie de merde. Il s'est suicidé il y a 3 semaines, il s'est pendu. Mais je pense que ma vie de merde, je l'aime quand même. Et je leur dis des fois, vous savez, c'est pas parce qu'on boit, c'est pas parce que la vie est meilleure en fait. C'est moi, ma vie elle me convient aujourd'hui, ce mode de vie me convient. C'est pour ça que, voilà, il y a d'autres choses. Je dis pas que c'est pas du tout facile en fait, mais il y a des solutions pour tout. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique. C'est beau. Aujourd'hui, j'ai plus ces émotions qui sont négatives comme je les avais avant. Aujourd'hui, j'ai vraiment des émotions positives. Même si ça va pas, je me dis, ouais, c'est bon, je sais ce que je dois faire. Et pour les jeux ou quoi que ce soit, là, en ce moment, je fais du sport avec mon fils, que ça faisait un moment que j'avais plus de relation vraiment, père-fils. Ouais. Et là, la dernière fois, on joue au paddle, là, et il me dit, papa, je vais te gagner. Et là, vous voyez, ça revient. Et juste ça, papa, je vais te gagner. J'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, la partie, celui qui perd, il paye. J'ai gagné. Et il me dit, c'est bon, je vais payer. J'ai dit non, c'est moi qui vais payer. Parce que si c'est lui qui va payer, je vais lui dire, j'ai gagné. Là, je vais dire, non, c'est moi qui paye. C'est bon. C'est papa qui paye, sûrement, c'est un peu galère, c'est moi qui paye. Même si j'ai gagné, j'ai pas voulu. Mais de suite, il m'a dit, je vais gagner. J'ai dit, non, on parie la partie. Et après, je me suis... Et pendant la partie, que j'ai dit, putain, pourquoi tu dis, on parie? Ouais. Ça titille l'ego. Ça titille l'ego. C'est juste en fait pour, l'ego, les sorties du tiroir et pour se dire ça. Après, j'ai dit, non, c'est bon, c'est papa qui paye et tout. Mais ça arrive, même si on est dans le rétablissement. Ça peut ressurgir à n'importe quel moment. Il faut pas grand-chose en fait. Ouais. Mais c'est tout le temps. La petite flamme, c'est ça. Vas-y Philippe, excuse-moi. Non, mais je t'en prie, waouh, ça me parle. Et Guillaume avait mentionné quelque chose du camion par rapport au camion. Il y a une fois où j'étais vraiment en danger. C'est moi qui m'ai mis en danger, où je devais aller au kiosque. J'ai choisi d'aller au kiosque pour alimenter un compte de poker parce que mes cartes ne marchaient pas, etc. Et j'ai pédalé jusqu'au village. Et puis en fait, j'apprenais comment pédaler avec les chaussures de vélo, là, les clics. Oui, Je détestais ça parce que j'ai pas trop le contrôle avec ça. Et puis à un moment donné, j'arrive à l'arrêt, passage de piéton. Et puis tout d'un coup, je suis tombé parce que j'ai essayé de déchausser. Et puis paf. Et il y avait un camion qui est passé et je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, voilà, je me suis mis comme ça et puis le camion, il a klaxonné et puis il est passé. Et puis là, j'ai cru que voilà, c'est fini. Et ensuite, il s'est mis de côté. Il s'est dit, vous allez bien, monsieur? J'ai dit oui. Il a dit, écoutez, je ne sais pas comment je vous ai évité, quoi. Puis je lui ai expliqué, oui, c'est à cause de mes chaussures, etc. Mais bon, si on regarde objectivement, ma tête, elle était où, premièrement? Et deuxièmement, donc... Effet crescendo, je suis allé à la pharmacie, je m'étais un peu foulé le poignet, mais c'est tout, et puis elle m'a ramené à la maison. Et là, j'aurais pu dire, peut-être si ça, c'est pas un signe de Dieu, il n'en faut pas beaucoup. Et malgré ça, 2 heures plus tard, mon compte était alimenté. Et c'est là où je me dis, des fois, j'ai pas mal de flashbacks de cet événement, parce que je me dis, comment est-ce que j'ai pu survivre? Littéralement, je suis tombé d'une manière qu'il suffisait encore 1 ou 2 centimètres et puis mon crâne, il aurait été écrasé. Le camion, il était grand, c'était pas juste... Bref. Et là, je me dis, il y a une raison pourquoi Dieu m'a gardé en vie, sinon ça aurait été mon temps et puis voilà. Et ça, c'est vraiment là le seul moment où ma vie physique était en danger et puis c'est moi qui m'ai mis... en danger comme ça, parce que si j'avais la tête claire, j'aurais bien déchaussé mes pédales, je pense. Mais là, je pensais ça. Je ne serais pas alimenter. Il a dit, je ne serais probablement pas allé alimenter le compte, voilà. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça.
Donc, aujourd'hui, cette expérience, elle m'aide pour me souvenir que j'ai été épargné pour une raison, quoi. Voilà. Donc, je voulais juste rebondir à ça. C'est grâce à Guillaume, où dès qu'il a dit camion, boum. Les flashbacks. Flashbacks, Ouais, je voulais juste revenir 2 secondes sur ce que tu disais, Guillaume, tout à l'heure, où on est vraiment piégé à se rendre compte plus ou moins de ce qu'on fait et avec l'incapacité de l'exprimer, parce qu'on sait en même temps que ce qu'on fait, c'est absolument incohérent, quoi. C'est vraiment un piège terrible. Et merci de rappeler que c'est une maladie mortelle, quelle que soit l'addiction qu'on a. C'est tout ce que j'avais à dire. Très bien. On va finir parce que le temps passe. Juste une petite question. Comment vous allez aujourd'hui déjà? Est-ce que ça va dans votre établissement? Ça fait, je sais pas, depuis combien d'années vous êtes Moi, en rétablissement? ça va faire... Non, pardon, ça va pas faire. Ça fait 5 ans et quelques mois. Je suis rentré en mars 2021 ici. Donc tu as fait le programme, toi, ouais, ici. J'ai fait le programme. Moi, j'ai fait une rechute au bout de 6 mois après. Voilà. C'est pas une rechute au jeu, c'est une rechute au cannabis. Voilà. Depuis, je travaille bien mes étapes. Je travaille bien avec mon parrain. Je fais mes réunions. J'ai pas de service, moi, dans mes réunions, tout ça, parce que je fais mes réunions en ligne, voilà. D'accord. Avec les CA en Suisse, les DA en Suisse. Voilà, mon service, en fait, c'est de venir ici. Ouais. Voilà. C'est une chose, on m'appelle, je viens. Même si j'ai quelque chose à faire, c'est pas grave, je viens. Parce que la dépendance est beaucoup plus grande que moi, en fait. C'est pour les autres aussi. Je vois dans l'état j'étais, je suis là juste pour... je suis pas Dieu, attention. Non, je suis là juste pour aider. Ce qu'on m'a donné, en fait, j'ai envie de le redonner. Et aujourd'hui, dans ma vie, ça va bien. Dans ma vie sentimentale, c'est un peu compliqué, mais c'est ok. C'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Il faut pas que je m'apitoie. Il faut que j'avance avec ça. Il faut que j'en parle avec mon parrain. Il faut que j'en parle en réunion. Il faut que j'en parle avec la personne, avec mon épouse. Voilà, j'ai eu pas mal de soucis avec mon fils, mais là, ça va très très bien. Mon fils est dépendant. D'accord. Il est dépendant aux produits, dépendant aux jeux aussi. Voilà. Et j'essaye de l'aider, mais père-fils, c'est compliqué. Parce que comme il me dit c'est pas un toxico qui va me sauver. Je l'accepte. Oui, parce qu'il a raison. Je suis dépendant. Le toxico, voilà, je suis dépendant sexuel, je suis tout en fait. Mais je lâche prise. Il a sa PS, j'ai la mienne. Et puis, non, aujourd'hui, aujourd'hui, ça va bien en fait. J'ai plus ces tracas, j'ai plus ces idées noires, j'ai plus. Tu as plus cet appel du jeu J'ai plus besoin de me faire grandir l'ego en fait avec les jeux, avec n'importe quoi. J'ai juste besoin d'être présent au moment. Voilà, ce présent-là, j'ai pas besoin de me projeter à demain, j'ai pas besoin de regarder hier. J'avance et puis j'ai plus ce besoin de jeu en fait, ce besoin de produit, j'ai juste besoin de me lever le matin et d'être heureux en fait. Parce que la vie, par où je suis passé, merci ma PS, merci à Sylvie, merci à la clinique aussi, merci à Métairie, qui m'ont mis le pied à l'étrier bien sûr. C'est moi qui ai fait le travail, parce que là personne ne peut faire le travail pour l'autre. Philippe, tu veux... Merci. Oui, juste gratitude aujourd'hui, ça va beaucoup mieux côté travail, relations, etc. aussi. Domaine financier, parfois, comme j'ai mentionné, il y a quand même ce manque de maturité de savoir bien dépenser mon argent. Ouais. Donc ça, c'est un travail qui mérite encore plus d'attention. Mais je suis bien guidé par mon parrain et puis il faudra que je capitule un peu plus parce que ça, c'est quelque chose que je dois continuer à réapprendre. Je regardais hier un peu avec ma copine aussi, je lui disais, c'est elle qui disait hier, non, les choses vont beaucoup mieux entre nous, etc. Je pars plus dans mes délires émotifs comme je le faisais avant. Elle dit, bon, parfois je suis un peu embêtant, ce qui est vrai. Elle m'embête pas par contre. Et ça, je le dis sincèrement, c'est moi qui l'embête. Et puis bon, je pense qu'elle a accepté. Mais aujourd'hui, ça c'est quelque chose que voilà, je suis quand même. Et par contre, il y a vu ce qui se passe dans le monde financier, etc., avec l'intelligence artificielle et tout ça, il y a quand même des distractions. Parce que moi, je travaille dans le milieu financier aussi. Donc, chaque jour, je suis face justement à
à ma dépendance. Et c'est là où j'ai besoin plus de rigorosité de programme, de dire purée, si seulement j'avais investi dans XZ compagnie, je serais millionnaire. Toi, tu t'es vraiment mis dans le truc, quoi. Tu travailles dans le milieu de la finance et ouais, mon rôle, c'est comme un parieur sportif qui serait dans l'univers du foot ou c'est ça. Mais au quotidien, justement, j'aide les gens. Moi, je travaille dans le management, donc je suis là pour aider les banquiers et tout ça, côté opérationnel. Et c'est là où Dieu a décidé, il y a une opportunité pour toi aujourd'hui, c'est dans ce domaine-là que tu vas travailler. Et puis, si moi, j'ai encore l'esprit d'un gambler, peu importe où je suis, je l'aurai toujours. Donc l'objectif, c'est pas non plus de m'éloigner jusqu'au Groenland, mais c'est de dire, ok, comme l'a évoqué Guillaume, si moi je vais bien, si mes principes sont présents au quotidien, si j'ai une raison légitime, donc moi j'ai une raison légitime, c'est mon travail, mais par contre j'ai pas de raison légitime pour aller boursicoter ou fantasmer à côté. Ça c'est mon délire personnel. Mais si on me pose une question, je suis là pour répondre, pour rendre service, et c'est tout. Et donc, comme je disais, aujourd'hui, je vois face à ces distractions qui sont auto-imposées, et puis je travaille plus dedans. Et puis, voilà, il y aura toujours quelque chose, si c'est pas les crypto-monnaies, si c'est l'intelligence artificielle, ou s'il y a autre chose. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, à travers les journaux, je serai toujours au courant de ce qui se passe, mais j'ai pas besoin d'aller plus loin que ça, en fait. Donc voilà, et comme l'a dit Sylvie au début, d'être en manque, aujourd'hui, grâce à Dieu, je manque pas des choses essentielles dans ma vie, Tout ce que je désire, et ça c'est le mot-clé, désir, c'est des choses qui sont pas nécessaires. C'est un fantasme. Comme du gambler qui dit si je gagne, je pourrais faire encore plus de voyages, je pourrais dépenser X montant, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça, je pourrais, au lieu de dire non, j'ai ce que j'ai besoin grâce au rétablissement. Donc voilà, merci. Ouais. C'est plus écouter ses envies, écouter ses besoins, puis je résume, c'est d'une vie simple en fait. Une vie simple, et surtout qu'elle prenne du goût, qu'on ait du plaisir à avoir une vie simple. Oui. Tout un chemin. Il faut le travailler quand même. Oui, ça se fait pas tout seul. Parce qu'il y a des jours où... Ouais. Il y a le rétablissement, mais en fait, c'est la vie. C'est la vie de tout le monde, en fait. C'est ça. C'est les émotions, ça part vite. Et puis, on est un peu parano. Moi, je suis un peu parano en plus sur les bords. Des fois, faut faire appel, hein. Parce que sinon... On reste un peu spécial quand même. Hein. Ouais, on va pas se mentir. Oui, on vous aime. Ça me fait plaisir. On est attachant. Oui, attachant. Non, comme on dit, attachant. Attachant. Ça nous résume bien. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci Guillaume. Toi, Guillaume, d'avoir fait le déplacement. Quand même. Normal. Parce que le petit accent, il vient pas de Genève. Donc, tu es venu du sud de la France exprès pour nous rencontrer aujourd'hui. Donc, merci à toi. Merci Philippe d'être venu sur ta pause déj. Merci à tous les deux, merci Sylvie. Et puis donc pour tous nos auditeurs, donc cet épisode sera disponible tout bientôt. Vous pourrez l'écouter sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast. On sera sur la chaîne YouTube aussi et sur le site de la clinique La Métairie. Donc encore merci et puis bonne fin de journée à tous. Merci, bonne journée. Merci Guillaume, merci beaucoup. Merci Sylvie.